Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Slash Update, votre podcast tech où on parle d'IA, de tech, d'IT en général. Salut Kevin, Salut Alex, comment ça ça va? va? Ça va nickel, merci. Et toi? Ça va, hein. On se rafraîchit. Ouais, j'espère que ça va aider un peu ces pompiers à éteindre le feu. Il y a eu un peu de pluie hier. J'espère que ça allait jusqu'aux Landes. Nous on en a un peu là, un peu d'orage, donc espérons, Mm. espérons. Et il y a pas mal de news cette semaine. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? On passe directement au gros sujet. Alors attends, je suis passé en mode diapo quand même, mode présentateur. Voilà. Voilà. Zluda, est-ce que c'est la fin de NVIDIA? Donc, Zluda qui est une lib qui permet de remplacer CUDA sans réécriture, hein. Donc, c'est-à-dire on prend une application qui implémente CUDA et Zluda, il va appeler ses fonctions directement avec une réinterprétation libre de tout ce que fait CUDA. Et c'est pas mal. C'est des bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont pas sur Nvidia. Ouais. Au prix du matériel en plus, parce que j'ai vu que là, dernièrement, ils ont refait encore un coup d'inflation. Les GPU ont pris 40%, hein. Ouais, Certes, hein. c'est devenu le truc le plus cher que le pétrole en fait. C'est pas faux. Il y a tellement de spéculation dessus. La RTX, c'est quoi? C'est la 5090 qui sort à 2000, qui aujourd'hui coûte plus de 4000. Hmm. Déjà, le prix a fait x2. Les gens, je pense, les scalpers, ils se mettent bien. Là, c'est quoi? C'est ce qu'ils disent, c'est que la DDR7 coûte beaucoup plus cher parce que les plaquettes, là, les wafers, ils les payent plus cher eux-mêmes parce que, ben, en fait, la production est réaffectée en HBM. Donc, la DDR7, ils payent plus cher, en tout cas que la DDR6. Donc, sur le haut de gamme et sur les cartes graphiques avec beaucoup de VRAM, bah, les prix explosent. Et c'est le cas de la carte que j'ai pu avoir à l'époque pour 400-500 euros, là, la RTX 5060 Ti 16. Et aujourd'hui, elle est à 700, 900, enfin, c'est n'importe quoi pour ce genre de carte qui est censée être du milieu de gamme, pour que les gens puissent accéder justement facilement à l'IA. Le, ouais, le coût de la RAM, en fait, il a juste explosé les dernières années, bah, avec toutes les avancées d'IA qu'on a eues, les machines qui coûtent de plus en plus cher aussi, du coup. C'est malheureusement le jeu de l'offre et de la demande. Plus de demandes que d'offres. Donc, ouais, la RAM commence à coûter très, 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 très cher. Ah bah, je veux pas faire théorie du complot, mais tu sais que les gens commencent à s'interroger parce qu'il y a déjà eu cette histoire de mafia de la RAM, hein, dans les années 2000. C'était une entente Samsung, je ne sais plus s'il y avait Micron, SK Hynix, mais en tout cas, il y a eu une entente. Les années 2000, ils se sont fait choper. Ça a été quelques milliards d'amendes, hein, parce que bon, ils se sont entendus sur les prix, il n'y a pas eu de concurrence. Et d'ailleurs, ils avaient orchestré une hausse à l'époque, mais ben, le jeu, il en vaut la chandelle, puisqu'au final, même avec une amende de quelques milliards, ils se mettent des dizaines, voire des centaines de milliards dans les poches. Donc, tant payer Ouais, l'amende, c'est pas très grave, quoi. ils s'en foutent un peu, ouais. À ce niveau-là, ouais, ils s'en foutent un peu. Je pense que c'est Mais peut-être la même, hein. moi, je pense que de toute façon, on a besoin là d'une révolution matérielle. On va en avoir besoin vite, On très risque d'en vite. avoir, hein. On risque d'en Mm. avoir parce que les Chinois se sont mis dans le game. Il y a CXMT qui s'est dit, OK, bon, ben, dans ce cas, s'il n'y a plus de fabricant de RAM, ben, on va faire de la RAM. Bon, on va en faire. C'est ça. Et eux, franchement, eux, ils rigolent pas, hein. Eux, ils mettent Ouais, des... Les Chinois, ils réinvestissent beaucoup. Après, on a aussi nos industriels français là qui se sont relancés. Oui. C'est plutôt pas mal aussi. Donc justement, hein, pour limiter cette dépendance à l'importation et, euh, et au matériel électronique, on a beaucoup de groupes électroniques qui sont relancés, qui sont redynamisés sur la France. Et ça, c'est cool. Mm. Bah ouais, en tout cas, il y aura peut-être du mouvement parce que si les Chinois se lancent dans la RAM et ils ont donné des délais courts, hein, c'est que normalement, il faut compter à peu près un an, voire plus, juste pour la construction des usines. Mais eux, comme c'est des gens qui rigolent pas, en général, ils font ça en quelques mois. Ils ont dit moins d'un an, on vous sort une production de RAM. Voilà. On va voir. Euh, ouais. Après, les Chinois, ils ont là remodelé une puce très récente faite pour l'IA, etc. Pour voir comment est-ce que eux ils vont réussir à rester compétitifs par rapport à CXMT, etc. Mm. On verra en gros les premières puces qui vont sortir. On va en parler de la Chine, mais d'abord, on regarde un petit peu les résultats de Zluda, alors comparé à de l'OpenCL, hein. Au début, j'ai cru que c'était du CUDA, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Non, c'est Non, comparé à de l'OpenCL, donc effectivement, ça va, ça va. Il n'est pas tout le temps performant par rapport à OpenCL, pas tout le temps. mais Cadence et Horizon Detection. ouais.
une grande majorité. de physique. Ouais, majorité. Ouais. C'est quand même incroyable. J'avoue que le modèle, il est pas mal. Le fait que ce soit gratuit, open source, moi, ça m'extermine. Parce que je me dis, la richesse que c'est, ce truc-là, tu une boîte qui arrive, enfin, une boîte ou une personne qui a cet algo-là et qui est capable de rivaliser. Déjà, et rivaliser avec OpenCL, c'est quand même pas mal. Ouais, Euh, mais tu fais une entreprise basée sur ça, là t'es bien. Alors que là, c'est open source, c'est gratuit. Euh, Tout le monde peut l'atteindre. Donc ouais, assez surprenant. Mais c'est bien pour l'industrie. Ça va encore faire pas mal de compétition. Donc maintenant, Nvidia a du travail. Bon après, faut espérer que Zluda augmente beaucoup plus pour inquiéter Nvidia. Et pour le moment, enfin en tout cas, les gens qui se lancent sur celui-là, il y a quelque chose à faire. Faut investir un peu de temps, faut avoir des bons ingénieurs, mais c'est possible. C'est une possibilité, il faut pas l'ignorer, quoi. c'est clair. Et en plus, c'était implémenté en Rust. Donc, franchement, c'est bien hein, ce qu'ils font. C'est ouf. Ouais, après, bon, faut connaître le Rust. Le Rust, c'est un autre délire. En ce moment, Mm. je suis en plein dedans. C'est un délire. Ah, je te crois. Faut suivre, en fait. Faut suivre parce que vu que justement, tout le monde commence à migrer, etc., bah, il y a de plus en plus de trucs sur Rust qui sortent, de plus en plus de code. Moi, le seul truc que j'ai peur pour Rust, c'est que contrairement au C et au C++, où là, bah, enfin, t'as pas vraiment de package manager, t'as pas de, enfin, le ticket d'entrée pour publier quelque chose en C, C++ est plus intense que Rust. Rust, en vrai, tu crées ta librairie, tu publies sur Crates. En soi, que ton code il soit bon ou pas bon, il y a de grandes chances qu'avec un peu de bruit, ça passe. Mm. Mais après, ouais, t'as la philosophie de Rust qui fait que normalement, t'es pas censé publier du code dégueulasse. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ça devienne un peu comme le JavaScript et le Python. Au début, c'était très bien. Puis, on voit maintenant ce que ça donne. Ah oui. Donc, faut faire attention. Faudra faire attention. Le Luda est prometteur. Rust est un langage aujourd'hui qui a la hype. Donc, est-ce que ça va attirer les bons ou les opportunistes? Ça, ce sera à voir dans le Mm. futur. C'est sûr. On va encore parler de la Chine, du coup, qui, avec sa lithographie, fait un peu flipper les Américains. Apparemment, ils font encore Mhm. des prouesses là dans leur capacité à graver finement, etc. Puisque bah, même avec l'embargo, avec l'interdiction de vendre des machines ASML de lithographie avancée aux Chinois, ils ont réussi à créer leur machine de gravure et je crois qu'ils sont pas mal. Hein. Je crois qu'ils sont déjà dans du 3-4 nano, hein, un truc du genre. Bah, ouais, et puis en fait, il y a un signal aussi qui est fort pour montrer à quel point le move de la Chine est puissant. C'est que le cours de l'action d'ASML, il a chuté dès que la Chine a fait leur annonce. Sachant que ASML, c'est quand même un leader, je crois, sur la gravure de semi-conducteurs, etc. Le fait que juste à l'annonce que la Chine ouvre ses propres trucs, que ça fasse chuter l'action, Ouais. c'est un très très gros signal aussi, quoi. Ça a quand même fait presque moins de 2%, hein, juste à l'annonce. Ah, il y en a C'est qui ont pas pris rien, cher, hein. hein. Il y en a qui ont pris cher, hein. Ouais, Et ouais, certaines c'était pas sociétés, mal, ça hein. drop. Ouais. Eux, ils ont juste fait une petite news. Bon, ben voilà, nous aussi, maintenant, on se lance un peu dans la lithographie. Hein. Voilà, hop. C'est parti vraiment un peu en live. Mais par contre, quand tu compares avec les leaders comme TSMC, Intel, après Intel aussi, ça y est, il commence à remonter aussi. Mm. Ouais, Intel, il commence à revenir aussi quand même sur le marché. Après, Mais Nvidia est rentré dans son capital, hein, Intel. Hein. Nvidia est rentré dans le capital d'Intel, mais je pense que Nvidia, malgré tout ça, ils vont aller bosser un peu avec les Chinois. Parce que ça va coûter moins cher, en fait. C'est pas impossible. Ouais. Après, on n'est pas sous la protection encore d'un embargo de Trump qui dit non, vous achetez que des puces Intel. Ce qui s'est passé hein, au final avec Apple. Apple a dû donner à Intel énormément de production. Mm. Sinon, bah en fait, je crois que c'était ça hein, le deal avec Donald Trump quand il y a eu tout le truc de taxer les trucs chinois, etc. Apple a dû donner beaucoup de son activité de puces à Intel. Donc, est-ce que
On va encore être sous le coup d'un petit embargo américain pour dire non, vous prenez pas chinois, vous prenez américain. Ça, ce sera à voir. Ah, ils ont l'habitude de faire ça en plus. Ah, Trump a l'habitude de faire ça. Oui. Sauf que tu Trump, il sais aime quoi, bien. Trump, il le dit ouvertement, hein. Je pense que les autres, c'était pareil, mais c'est juste que c'était un peu plus en soum-soum, tu vois. Euh... Attends, sous Je Obama, ils ont sais quand même pas. pris le marché, tu sais, du Charles Leclerc, là. Non, c'était du. Comment ça s'appelle Le sous-marin, ce là. porte-avions? C'est- Ouais, c'est Ouais, ça. Les sous-marins c'était au avec porte-avions avec Biden, ça. Biden, ouais, mais c'était avec l'Australie, je sais plus. Je sais plus Ouais, qui voulait Biden, il nous a acheter réussi à deal avec l'Australie, ouais. Donc ils sont pareils, hein. Ils sont pareils, mais c'est juste qu'il y en a un c'est une vipère et l'autre, il te dit ouvertement qu'il t'aime pas. Après, tu vois, j'essaie de me. Je sais que la présidence Biden a été compliquée parce que il s'est chopé quand même les merdes de Trump d'avant. Donc, il fallait qu'il répare les merdes de Trump d'avant pour pouvoir continuer ce que Obama avait très bien commencé. Même si Obama, je pense qu'Obama aussi, il a dû mettre à un moment donné un petit embargo sur la Chine, etc. Mais Biden, il s'est pris toutes les merdes de Trump d'avant. Il se prend en plus toutes les crises qui continuent encore aujourd'hui, hein. Je crois que la guerre en Ukraine a commencé sous Biden, hein. Mm. Ça va être fou. Encore sur la Chine, du coup, Kimi, qui publie enfin son modèle, les gens ils disaient que vu la puissance du Ah, modèle, ils n'allaient pas le faire. ah là là, Et pourtant, Kimi, K3. C'est un K3. ouais, c'est ça. K3, putain, Alors, c'est pas un modèle quelle que tout le monde dinguerie. peut héberger chez lui, hein, mais c'est juste pour dire, bah voilà, si vous avez un data center, Non, c'est mais c'est open un weight. open weight. Ouais, c'est ça. C'est un open weight. Et il l'assume pleinement. En fait, c'est tellement fou, K3, que Anthropic et OpenAI ont été obligés de s'associer pour faire une publication commune concernant l'open weight. Ouais, C'est pour dire de la merde en incroyable. plus, hein. Pour dire Ouais. de la merde, hein. Ben, en vrai, ils ont prêché pour la paroisse, ce qui est normal. Ouais. Mais Imi a juste cassé Internet avec la publication de son nouveau modèle. Pas dans les performances, enfin pas dans la qualité de ce qui est produit, parce que c'est vrai que face à Fable et GPT 5.6, Il était un petit peu en retrait, mais pas de grand-chose. ouais, c'est pas énorme, mais ça suffit. Là, c'est des petits points qui suffisent en gros pour garder OpenAI et Anthropic un peu dans la Mm. course. Par contre, ça a tellement été bluffant d'efficacité que, en fait, ils étaient obligés de. Alors, ils n'ont pas fait comme OpenAI et Anthropic qui ont juste coupé le modèle à un moment donné. Eux, ils ont limité. C'est-à-dire qu'ils ont dit, OK, en fait, on va avoir des tranches où là, on va pouvoir accepter des abonnements, on va pouvoir accepter des requêtes. Et même encore aujourd'hui, tu peux faire des requêtes sur Kimi avec enfin, en utilisant K3. Des fois, il va te dire le serveur il est un peu occupé, réessaye plus tard, quoi. Donc, ils sont obligés de limiter leur propre serveur, mais sans pénaliser l'utilisateur. Alors, ils n'ont Mm. pas supprimé le modèle comme OpenAI et Anthropic ont pu faire. Par contre, là aujourd'hui, ils ont une puissance, enfin, ils l'assument complètement, hein. Ils offrent un an de Kimi, ils offrent un an d'abonnement à tous ceux qui parrainent le truc ou je sais pas quoi, qui partagent en gros Kimi. Alors c'est quand même paradoxal parce qu'ils limitent les requêtes, mais en même temps ils te donnent un an d'abonnement offert pour consommer. En plus c'est même pas le modèle simple, c'est le modèle fort qui t'offre. C'est fou. Alors tu t'inscris sur Kimi, tu parraines, tu t'envoies un lien, les gens ils s'inscrivent et toi tu as un an de trucs gratuits. C'est incroyable le Ça, c'est délire. incroyable, c'est clair. Les mecs, c'est des fous. Donc, ils assument pleinement leur modèle économique, leur business, et surtout, ils sont pleinement confiants dans la puissance de leur IA, qui fait plaisir à voir. Mm. Contrairement à DeepSeek. DeepSeek, bon, ils ont un peu botté en touche. Je crois pas avoir vu de news DeepSeek depuis un petit moment. Il y en a une il n'y a Euh, pas longtemps, il y a eu Dispark, qui a l'air bien d'ailleurs. Ouais, mais ils sont discrets, je trouve. Je trouve que DeepSeek, là, il commence à se faire un peu trop discret. Ah, je pense qu'il prépare quelque chose de fort en vrai. Ouais. Ils sont un peu trop discrets et je trouve ça bizarre. Je pense qu'il prépare un truc chaud. Ouais. La V4, elle date de quand? Il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus. Ouais. Tu vois, ça a pris quoi, un an ou Oui. 6 mois? Ouais, mais eux, à chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est quand même assez révolutionnaire. Donc, je pense qu'ils préparent un gros Je sais sujet. pas. Moi, je pense que ce que DeepSeek est en train de préparer, c'est un vrai concurrent à Mythos
je sais pas comment ils ont appelé leur modèle chez OpenAI, mais le Bah, truc de faille de sécurité, etc. là, euh, c'est je pense GPT qu'ils sont en train de Cyber 6, préparer leur truc. comme ça, non? GPT Cyber. Je sais plus. Ouais, je sais qu'ils ont un programme spécifique pour ça. Je vais regarder vite C'est fait. GPT Cyber, je crois. Ah, ils ont un programme spécifique. Alors, je sais qu'il y a un programme spécifique pour ça, mais comment ça s'appelle? En fait, t'as Claude, c'est Mythos. Si tu tapes GPT Cyber, tu vas le trouver. À mon avis, ils l'ont décliné en 5.6, mais pour nous, ils communiquent pas, ils parlent directement en pro, tu vois. Ah oui, c'est direct GPT. Ah, GPT Red. C'est ça le nom de code. D'accord. Ouais, c'est ça. Le Red, GPT Red. Donc, eux, tu vois, DeepSeek, je pense qu'ils sont en train de préparer ce petit concurrent-là. GPT Red, Mythos, C'est etc. possible. Tu C'est vois, possible. ils sont en train de préparer ces petits concurrents-là parce que, en fait, c'est aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est le vrai prochain sujet des IA, c'est la cybersécurité. Parce qu'on voit à quel point les Chinois peuvent brasser pas mal de modèles. Bon, ils aiment pas, mais en fait, ils font pareil, les Américains. Les Russes, mine de rien, on n'entend pas parler vraiment de modèles IA russes, mais parce qu'en ce moment, avec le contexte de la guerre en Ukraine, etc., je pense que les informations ne filtrent pas du côté de la Russie, mais il est évident qu'il y a des entreprises russes qui sont sur le créneau et qu'il doit y avoir un délire quelque part. Ouais, Ça, c'est quasiment obligatoire, hein. De toute façon, la guerre aujourd'hui est menée essentiellement sur l'informatique. Alors, il y a les gens au front, hein, certes, mais on est dans un monde régi par Internet, hein. Donc, oui. c'est forcément un délire. Eh ben, figure-toi que Euh, tu sais quoi, c'est un truc qui avait été fait, une étude, hein. Alors, c'est, comment dire, morbide, tout ce que tu veux. Mais l'étude montre que au front, malgré les pertes humaines, ça coûte moins cher à un État que la ouais, guerre que tu ne vois pas et qui mm. détruit ton industrie, tes finances. Bah oui, parce que tout tourne avec maintenant. Ouais. Tu peux paralyser un pays en coupant Internet. C'est fou Et au quand final, tu y penses. on devrait éviter de se faire de la guerre avec des pistolets, quoi. Ouais, je sais pas, parce qu'imagine, tu as l'accès à la centrale nucléaire Oui, qui c'est ça. pète un coup. C'est ça. Ouais, tu vois, il y a des trucs bizarres. Et d'ailleurs, je crois que le prochain sous-marin de la France, je sais plus comment, non, le prochain porte-avions, dernier truc que Macron il a présenté, c'était un porte-avions, je crois. Mm. Je crois que c'est un porte-avions et trois sous-marins, un truc du genre. Et il y aura de l'IA partout dedans, apparemment. Ah, ça m'étonne pas. C'est quelque chose de fou. Et souvent, ça c'est, je pense que ceux qui nous écoutent, je pense que même nous, tu vois, on n'est pas si vieux que ça, mais dans nos études, en tout cas, nous on l'a appris, c'est que la plupart des révolutions informatiques sont nées de la recherche militaire. Ouais, ça c'est vrai. Toujours. Donc Le réseau. un truc IA militaire, enfin, c'est pour ça que je dis, il faut faire quand même attention aux Russes Mm. et que c'est peut-être pour moi le prochain sujet de recherche IA qui va avoir le comment dire le momentum. C'est tout ce qui est sécurité informatique, comblage de brèches, etc. C'est là où ça va se jouer, hein. Les Donc, de toute Russes, ils façon, sont quand très tu forts, vois, hein. Ouais. ouais, c'est ça. Déjà, les Russes sont très forts sans IA. Mm. Faut pas oublier, hein, sans IA déjà, Ah, ils sans font des avant puces même la pour tout, guerre, eux, ils hein. étaient Ouais. extraordinaires. Là, maintenant, il y a la guerre, on n'entend plus trop parler, on les voit plus trop, mais par contre, déjà, avant la guerre, ils étaient chauds, les Russes. Mm. Les Russes, les Indiens. En fait, c'est des pays où nous, occidentaux, on s'en rend pas compte, en fait, que ces pays-là, déjà, existent et, en plus, ont des grosses compétences. Mm. Parce que si tu regardes bien pour nous, par exemple, en France, et même encore nous, réunionnais, la Russie, pour nous, c'était quoi? C'était un espèce de grand truc sur la carte. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la neige. Ah, c'est tout ce qu'on sait. Limite, tu vois la place rouge de Moscou, c'est tout. Et vodka. C'est qu'il y a de la vodka. Voilà. Donc, quand tu prends l'éducation du pays, tu dis, ouais, bah, en Russie, il n'y a rien. En Russie, il n'y a rien. C'est de la neige, les gens ont froid, ils boivent de la vodka toute la journée, et de temps en temps, ils se baladent sur la place Ah, rouge, tu quelle vois. image, quoi. Non, mais c'est ça. Au final, si tu prends ce qu'on t'apprend à l'école, tu te Bon, dis, la alors, Russie, il n'y a que ça, tu vois. en histoire informatique, on a étudié des choses quand même. Pour ceux qui ont fait de l'histoire En histoire informatique, informatique, oui. tu as des CPU là-bas, ça rigole pas, hein. Les Elbrus, Voilà. Elbrus 76, ils ont inventé le En RISC études, Out of Order. en études d'ingénieur, oui.
Ça, Tu on sais, les l'apprend. mecs, ils avaient des CPU dans les années 70 qui équivalaient déjà le Pentium qui est sorti en 95, quoi. Bah, c'est simple, hein, je crois que depuis la course à la Lune, le processeur dans le Soyouz a jamais changé. C'est possible. Euh, Ils ont tout. Bah, de toute façon, le Soyouz, avant l'arrivée de SpaceX, était toujours le seul moyen d'aller dans l'espace. Mm. Enfin, en tout cas, d'aller dans l'ISS. Soyouz. Et ça date de la mission Apollo. Mm. Donc, et à un moment donné, tu vois, quand tu te rends compte que les Russes sont capables de construire une fusée qui a autant d'années de service, déjà tu te dis, ouais, la Russie, il y a un délire. Donc maintenant, sur l'IA, on ne les entend pas parler, parce que mine de rien, le boom IA apparaît avec la guerre, enfin, en tout cas, pendant le truc de la guerre en Ukraine et tout et tout. Donc, il y a tout cette censure qui est faite autour de la Russie. Mm. Je suis sûr et certain qu'il y aura un modèle russe à un moment donné qui va apparaître et que la sécurité va être importante. Et la sécurité va passer par le militaire, qu'on le veuille ou non. Le militaire, c'est aujourd'hui la meilleure source de sécurité qui existe. Mm. On n'en parle pas, Alors, mais c'est sûr, hein. moi, je suis pas fan de tout ce qui est FBI, NSA et tout ça. Tu vois, en fait, je trouve qu'ils prennent des décisions, mais pas toujours les bonnes. Mm. Et pourtant, c'est eux qui ont le dernier mot, on va dire. Mhm. C'est un peu chiant. Donc, quand tu as le dernier mot sur une mauvaise décision, c'est chiant. Si tu as le dernier mot sur une bonne décision, c'est cool. Mais sur une mauvaise décision, ça casse un peu les couilles. Donc, quand on va se retrouver avec toutes les forces mondiales, donc tous les États qui vont se concentrer sur la sécurité, à ce moment-là, on va avoir un vrai changement, je pense. Et je pense que c'est ce que DeepSeek est en train de préparer. Je pense que c'est ce que la Chine est aussi en train de préparer, parce que ils peuvent pas lancer la gravure juste pour se dire on a besoin d'être indépendant. Ça, j'y crois pas du tout. Tu lances pas une usine de construction de semi-conducteurs et en fait, t'investis pas autant dans une industrie juste pour pouvoir construire des ordinateurs. Mm. T'es forcément en train de construire soit un super ordinateur avec tu sais, les trucs quantiques et tout ça, soit tu es en train de préparer ton matériel pour pouvoir entraîner tes IA parce que jusqu'à présent, ton matériel est externalisé. Là, malheureusement, je pense que sur les prochaines années, soit la Chine, soit la Russie va nous surprendre. Il y a un des deux. Il y a un des deux, ils vont arriver. Ils vont dire, bon, ça avait fait joujou, c'était cool, maintenant on est là. Déjà, la Chine, elle montre déjà que pour construire des modèles, ils sont forts. Mm. Donc maintenant, la Russie, quand ils vont arriver, il va falloir voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils font déjà, hein, c'est juste qu'on n'en parle pas. Pareil pour les CPU, hein, ils ont les Baïkal, je disais, on parlait des Ils ont tout, Elbrus. ils ont tout, Ils mais font c'est des vrai, trucs, c'est ça, hein, les c'est qu'on Russes. n'en parle pas. Et ça ne filtre pas. En fait, le truc, c'est ça là, avec la Russie, c'est que ça ne filtre pas, ça ne sort pas. Mm. Parce que, vu qu'il y a le contexte de la guerre et que il y a tout ce contexte-là aussi mondial, bah, je pense que l'État empêche que ça sorte. Et de toute façon, je crois que mondialement, il y a plus grande entreprise qui veut bosser avec la Russie ou en Russie. Je crois qu'il y a eu un délire comme ça au début de la guerre et tout et tout. Mm. Donc, Possible. faut voir, faudra voir sur les prochains mois, prochaines années peut-être. Bon, déjà sur les prochains mois, ce qui est sûr, c'est que on va entendre parler de Kimi, parce que eux, là sur le marketing, ils sont partis. On va entendre parler d'OpenAI, qui a fait de la merde sur la sécurité. Je pense qu'on en parlera, mais le petit hack de Hugging Face était pas mal. J'espère que Anthropic a publié aussi que ils ont aussi breach pas mal d'entreprises. Je crois que c'était hier en plus la news. Ils ont breach aussi pas mal d'entreprises. Donc eux, ils se piratent entre eux déjà, Mm. pas mal. Donc je pense que ouais, le sujet, ça va être la sécurité. Je pense que c'est ça, le prochain sujet. Et je crois que GLM aussi, ils vont pas tarder à taper dedans. Euh, voilà, Tu on m'as va lancé là, taper je suis en train de dans. regarder les CPU russes. Franchement, je vais le mettre à l'écran, mais c'est vraiment choquant au niveau technologie de ce qu'ils font. Mais personne sait, hein. Enfin, ceux qui sont dans l'informatique, on sait. Ceux qui ont bossé l'électronique. Mais sinon, le commun des gens, ils savent pas tout ça. En 2022, ils avaient déjà des 48 corps. Si tu regardes leur Hmm. CPU, ils ont du LGA, du Land Grid Area. Donc, ils n'ont pas de pin. Les pins sont déjà sur socket. Franchement, ils sont chauds, hein. Et je crois qu'ils gravaient déjà, je sais plus combien de nanomètres. Tout seuls, ouais. Ils ont du 16 nano alors qu'ils ne travaillent pas avec Voilà, tu ASML. vois. C'est pas mal, hein. Voilà. Franchement, c'est fort. Très, très fort. Ah, et 2022. Ouais. 2022, et attends, on va vérifier Apple.
Quand est-ce qu'ils ont commencé à faire du 16 nanomètres? Ah, ils sont loin maintenant, Apple, hein. Les Apple M, franchement, ils sont loin. euh, Si je regarde les M5, là, la gravure, c'est de combien? Finesse, alors, regarde, un M5, c'est 16 cœurs. 3 nano, mec. Ils sont trop loin. Ouais. Mais ils ont un truc à 1,4 nano. Ouais, le 14A, je sais plus, c'est Intel qui fait ça, non? Du 14A, le process Ouais. 14A. Ouais, c'est 1,4 nano. C'est très fort, c'est clair. C'est les prochaines puces. Et c'est Intel, tu Ah vois, ouais, le Intel. 1,4 nano. C'est leur process. Et regarde, c'est divisé par 4 du coup? Mm. C'est là où la Chine a été smart, hein. Parce que eux, avec leur logique d'empilation, là, d'empilement plutôt, où ils se sont dit, vas-y, on va pas essayer de les battre sur la finesse de gravure, parce que de toute façon, on n'a pas les machines. Ouais, Donc, ils ils sont sont pas partis sur encore. de l'empilement. Et au Mm, final, ils ont dit, bah, regarde la densité de transistors sur le même espacement. Bah, nous, mm. on arrive aussi à faire du temps de nano, alors qu'au final, on a une machine à graver qui est dans les 7 nanos, tu vois, Oui, c'est ça. voire Non, plus. mais C'est fort, hein. ils sont en train de s'industrialiser, hein. Franchement, les La jeunes Chine sont trop forts. s'industrialise et je trouve, en vrai, pour moi, c'est bon signe si on prend le côté ingénieur, développeur, électronicien. C'est génial. Et on vit dans une époque où on est dans l'innovation continue. Mm. C'est tous les jours. En vrai, si tu passes une journée en tant qu'ingénieur, développeur, électronicien, euh, à ne rien faire, déjà, tu sais que tu as perdu. Alors que sur une journée, tu vas prendre, je sais pas moi, tu prends un Raspberry Pi, tu codes ton petit truc dessus, tu fais tourner un petit logiciel, etc. Tu as déjà gagné quelque chose. Tu prends, là en ce moment c'est la folie de Rust. Ben, tu vois, en ce moment moi je suis à fond dessus. Moi je prends une puce ARM, tu vois, et je suis en train de la décoder en Rust pour accéder à la bonne plage mémoire, etc. et avoir euh, euh, la couche d'accès hardware la plus basse possible. C'est déjà faisable en Rust, mais sur un ARM, je trouve que en tout cas, les librairies que je vois, c'est pas comme quand je fais du C++, tu vois. Mm. Donc ça m'énerve. En vrai, je trouve pas ça aussi fluide que le C++. Donc je suis obligé de réexpérimenter parce que j'apprends le Rust. Donc ça se trouve, je fais quelque chose de mal, ou peut-être que j'ai mal compris la librairie. Donc tu vois, je suis tout le temps en train d'expérimenter un délire. Donc ça, dans l'époque à laquelle on vit, si on le fait pas, moi j'ai l'impression qu'on perd quelque chose. Mm. Maintenant, si on prend le contexte géopolitique mondial, faire attention. Tu vois, tu te dis, putain, la Chine, ouais, ils sont chauds quand même. Ah, putain, les Américains, hmm, chaud un peu quand même. Et tu regardes ton pays et tu dis, ah, alors, on n'a pas grand-chose. Mm. Et c'est là où, au final, on a nos industries qui se relancent. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est Donc sûr. on a, je crois qu'on l'avait noté, Voltru, Voltras, je sais plus. Ah, Portus, voilà. ouais. Portus qui se relance, Cortus, qui, Vetora. ouais, qui relance un peu la production ici en France. D'ailleurs, en fait, il y a des voitures chinoises qui vont être produites là en Europe Ah, c'est cool. grâce à, ouais, c'est grâce à Stellantis, ça. C'est cool. Ah, bah Il y d'ailleurs, a- tiens, on va en parler. On va en parler. Voilà. ouais. Stellantis. Donc, l'enjeu IA dans l'auto. Stellantis, ils ont un objectif à 2030 et bon, il y a eu les présentations des résultats hier. J'ai essayé de visualiser entre les chiffres parce que c'est vrai que les chiffres, ils sont pas mal. Ils sont dans une direction extraordinaire, en vrai, Stellantis, avec pas mal de modèles qui se lancent courant de l'année. Ah ouais. T'as RAM qui avance, t'as Fiat, Lancia. Peugeot traîne un peu des pieds, mais Peugeot, ils sont plus dans une gamme de rafraîchissement que de nouveautés. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont déjà un bon socle, hein. Aujourd'hui, sur Peugeot, Opel, euh, je crois que ça, c'est Peugeot, Opel, Citroën Mhm. partagent un peu tous ce même socle-là, hein, que tu achètes une 208 ou que tu achètes une Corsa, c'est quasiment la même. Mm. Et une DS3, enfin une C3, voilà, même base, quasiment, même intérieur, même tout. Ça fait chier un peu pour le consommateur, mais voilà.
On a cette stratégie-là de Stellantis et surtout, ils ont une stratégie d'ici 2030, c'est d'alimenter absolument tout par IA. Donc, de pouvoir faire en sorte que la puce à l'intérieur va analyser la conduite de l'utilisateur, la tenue du châssis, pardon, la déformation des pièces. Mm. Ah, il y a un truc, il y a une vraie analyse data qui est faite de la part de Stellantis, qui est de mettre l'IA au cœur du développement. Donc, à partir des datas de conduite, du logiciel, des applications, etc., ben, ils vont construire une plateforme unique. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé la Fast Lane 2030. C'est Mm. le nom de code qu'ils donnent à leur truc, hein, le Fast Lane. En gros, c'est la sortie de nouveaux modèles basés sur l'apprentissage qui est fait des modèles existants sur l'IA. Donc, c'est les voitures qui sortent depuis 2025, Mm. 2024 peut-être. Je pense que les premiers essais étaient sur 2024, mais en tout cas là, ça a été présenté, en tout cas au board, les premiers résultats de cette intégration IA. Et c'est vrai que bah il y a de bons résultats, ça annonce des bonnes choses au final. Ouais, c'est Ça annonce de, important. C'est important. Et je c'est trouve que c'est c'est bien. c'est trop bien. C'est trop bien, Mm. en vrai. Après, même si on peut ne pas être d'accord avec la façon qu'a d'opérer Stellantis, hein, on connaît hein, les problèmes de PureTech, Mm. le logiciel enfin, en tout cas, l'informatique embarquée qui est dans les véhicules de Stellantis. On a toujours un peu l'impression que ça lag. Mm. Tu vois, on a toujours cette petite impression-là de la part de Stellantis. C'est un peu dommage. Mais quand tu prends la puissance de l'IA qui est mise sur tous les maillons de la chaîne, c'est intéressant. Parce que tu vas avoir le logiciel qui va être amélioré par IA. Tu vois, donc en gros, quand tu vas coder le logiciel, il y aura un peu d'IA qui va t'aider à le coder. Parce que peut-être que, bah, effectivement, il y a peut-être pas suffisamment d'ingénieurs logiciels chez Stellantis pour suivre en gros la cadence. Parce que bah, tu prends Mercedes, par exemple, eux, ils ont déjà mis de l'IA dans leur process. Tu prends BMW, il y a déjà de l'IA dans leur process. Tu as beaucoup de marques comme ça qui ont déjà mis de l'IA dans leur process. Donc Stellantis, aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi un peu obligés de mettre l'IA dans leur process. Je sais pas pour Renault s'il y en a, parce que j'ai pas vu d'offres passer, en tout cas. Mais au final, c'est aujourd'hui, quand le consommateur il va avoir intelligence artificielle sur une voiture, il va penser à ChatGPT. Tu vois, le ChatGPT Voice Mm. ou Siri ou un assistant vocal. Sauf que l'IA dans l'automobile, pour moi, et en tout cas, si on regarde l'industrie automobile, l'IA dans l'automobile ne concerne plus du tout un assistant. Donc, façon de planifier ton trajet, hein, c'est beau. Tu peux dire, et Peugeot, ramène-moi à tel endroit et la voiture, elle va y aller. Mm. Tu vois, c'est bien en soi. Comme Tesla qui a intégré Grok dans son véhicule, c'est intéressant. Par contre, l'IA dans l'automobile, ça va être, par exemple, sur les véhicules électriques, c'est optimisation de la batterie. Donc, pouvoir détecter, sont les capteurs de température, est-ce que la batterie, elle est trop chaude? Hop, il va falloir activer le ventilateur pour refroidir la batterie, pour avoir une recharge suffisante. Détecter que, bah, là, tu vas aller à tel endroit et qu'il te reste, je sais pas, moi, 30 kilomètres, que lui, il va pas se faire chier à se recharger, pendant, je sais pas, moi, 15 minutes à fond, chauffer la batterie, perdre en puissance, perdre en longévité, pour que après derrière bah, tu ailles au SAV parce que bah voilà ta batterie ça y est elle est déjà trop usée, elle a déjà fait trop de kilomètres. Tu vois toutes ces datas là avec l'IA, ça va être intéressant dans l'automobile. Ah, mais c'est super intéressant, hein. Je pense même qu'il faut qu'on précise un truc parce que les gens vont penser qu'on fait que de l'AI washing. Et dans la vérité, Non. dans les faits, c'est pas ça, hein. C'est que dans l'industrie, dans tout ce qui est engineering et tout, il y a surtout le process de création qui est long. Le cycle, il est Mm, très long parce qu'on parle de simulation. Et il faut c'est savoir qu'à ça. l'époque, on le faisait manuellement. Bah, les ingénieurs comme nous, ils se tapent je sais pas combien d'années de Mm. simulation de on veut faire un nouveau moteur. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est stable? Est-ce que Bah ça marche? c'est ça, hein.
Et là, on En accélère ce concept vrai, là, tu vois. en vrai, les gens, après, je pense que nous, c'est parce qu'on est aussi ingénieurs, développeurs et passionnés d'électronique et tout ça. Donc, c'est vrai que nous, on a un autre regard et on est toujours fasciné par ces nouveautés-là. Mais quand tu prends le moteur PureTech, je crois que le moteur PureTech, il a plus de 30, 40 ans, un truc comme ça. Il a jamais vraiment évolué. Mm. Tu prends les moteurs rotatifs, c'est C'est resté normal. pendant. En fait, le moteur rotatif, c'était une connerie de base, mais les gens, je crois que c'était la ZX qui avait un moteur rotatif à l'intérieur ou la AX ou une AX. La AX, elle avait Tu vois, un moteur rotatif, ouais. il y a eu quelques moteurs de Citroën qui avaient le moteur rotatif, enfin le moteur Vulcain, je crois que ça s'appelle. Un nom bizarre. En gros, un moteur rotatif. C'est plutôt que c'est des pistons qui font comme ça, c'est un cylindre qui est un peu ovale et qui tourne comme ça. La promesse était belle. Citroën l'a essayé. On a vu pas mal de problèmes. Les Japonais l'ont mis dans Nissan. Et les Japonais, ils ont une politique. C'est que, OK, ça marche pas. On va l'améliorer. On va l'améliorer, on va l'améliorer, on va l'améliorer. Ils ont jamais sorti une machine, enfin, une voiture mieux que la RX-7 avec ce putain de moteur rotatif. Ouais, Et tout le monde connaît cette RX-7 parce que Fast and Furious. Tu vois? C'est con, mais l'industrie automobile, c'est une industrie qui met des dizaines, voire des centaines d'années avant de voir quelque chose sortir. ouais. Parce que, ben, il y a toutes ces études de soufflerie. Tes La soufflerie, simulations, t'as tout, c'est quoi. C'est long. tu poses une voiture dans un gros ventilateur et il faut que tu regardes la courbe de la carrosserie. Et en plus, c'est des calculs mathématiques. Parce que Mm. aujourd'hui, tu vois une voiture, tu vois la carrosserie, tu te dis, ouais, bah, c'est bien, c'est cool. Mais quand tu prends un véhicule électrique, le vent, c'est de la physique. Il va taper contre ta voiture. C'est un ralentissement. Mm. Donc, il faut que ta batterie elle pousse davantage pour pousser ta voiture. Il y a le poids, il y a plein de trucs. Enfin, tout ça, c'est de l'ingénierie. C'est vrai que ça prend du temps et de mettre l'IA Ouais, dans les process, ça te fait gagner du temps. Et nous, exactement. on le voit sur notre métier de développeur, il y a des choses où avant, on mettait 4 jours à faire. Je parle de, par exemple, faire un serveur OS 0 avec, enfin, un serveur JWT avec toute la sécurité, la base de données, etc., le hashing de password, euh, masquer les données sensibles, etc. Ça, avant, on prenait, allez, 3 à 4 jours parce que c'est tellement de règles à Oui. mettre en place. Même s'il y a des frameworks maintenant qui ont simplifié le process, ça reste des règles à mettre en place. Mm. Et maintenant, tu as juste à faire un petit peu de code. Oh, vas-y, fais-moi ça. Ça a déjà été fait des dizaines et des centaines de fois. Le modèle, il est déjà entraîné dessus. Ça te prend 10 minutes. Enfin, Ouais. coder un jeu vidéo, tu l'as montré dans le dernier podcast. Enfin, en tout cas, tu en as parlé au dernier épisode. Bon, ouais. Un prompt, un Pong. Pong, ça a mis quelques années à Ouais. être créé sur l'Atari. Ça t'a pris un prompt, 5 minutes. Incroyable. Avec des effets en plus qui n'existaient pas en 1900 et quelques. Ouais. euh, Avec Ah, c'est sûr, une hein, c'est gestion de fort, collision qui est pixel. Mais incroyable. hein. Ouais. Quand on a de l'IA, au final, c'est pas de l'IA où on aime l'IA et où on va tout le temps l'encenser. C'est que l'IA a une utilité Mm. réelle. Il y en a qui en font n'importe quoi. Moi, je reste persuadé que ceux qui utilisent mal l'IA aujourd'hui, bah, ils vont se faire larguer. Oui. En fait, tu as les gens qui vont utiliser l'IA et tu as les gens qui vont comprendre l'IA. La vraie différence, elle va être là, Mm. pas sur l'avenir. C'est, j'ai vu un live sur Twitch, je sais plus quand, d'un ancien développeur de chez Netflix qui disait que, en fait, notre métier, tout le monde dit que le métier de développeur va devenir obsolète parce que l'IA. Je suis d'accord avec ça, avec ce qu'il a dit, parce que lui, il a dit, oui, le métier de développeur sera obsolète à cause de l'IA, à partir du moment où tu es un développeur qui ne fait que utiliser l'IA. À partir du moment où tu fais que utiliser l'IA, pourquoi est-ce qu'on devrait te payer pour utiliser l'IA alors que maintenant on peut déjà créer un agent qui va lui-même faire les trucs que toi tu fais. Donc un agent qui appelle une IA. C'est bon, c'est Mm. fini, c'est bon. Du coup, tu es obsolète. On a créé un agent. Par contre, si tu es le genre de développeur qui arrive à prendre l'IA, comprendre ce qu'elle fait, mettre un modèle par-dessus,
un truc pour l'entraîner, l'adapter au process de l'entreprise, le faire intégrer aux outils, et en gros de l'améliorer en quelque sorte, de lui donner des super pouvoirs qu'il n'a pas encore, ah, ton travail sera jamais obsolète. T'es développeur. Tu vois, ton travail, c'est de développer. Tu as un outil en plus, c'est l'IA, c'est tout. Avant, on avait un bloc-notes, un compilateur, un linker, tu vois, à l'époque du C++, Ouais. un éditeur de texte, compilateur et linker. Bon, on n'avait pas d'IDE, donc il fallait que tu codes sur ton éditeur de texte, tu lances ta compilation. Ta compilation, tu voyais que ça merdait parce que du coup, tu n'avais pas lancé ton linker avant, donc tu links, Oui, tu c'est vrai. compiles, fin. Erreur, telle Maintenant, ligne, erreur, ouais, machin. c'est ça. Mais maintenant, on a des IDE. IDE, tu cliques sur le bouton play, là. Le petit bouton play, ça lance toute la machine derrière pour toi et t'es tranquille. Ah ouais, trop bien. Et il y a un autre truc aussi que moi, je vois qui est dangereux avec l'IA. Et c'est pour ça que je trouve que on va être bien emmerdé. Ça, c'est pour moi, ça va être vraiment une plaie dans l'industrie. C'est les développeurs React. Enfin, quand je dis les développeurs React, c'est-à-dire les développeurs qui raisonnent comme React. C'est-à-dire des développeurs qui vont juste lancer un prompt et appliquer le résultat. Et ça, on le voit déjà au final sur toutes les sorties qui existent, les nouveaux produits qui existent, les nouveaux sites internet qui existent. Mhm. Dès qu'il y a une startup qui sort, tu regardes, souvent, le site internet a été construit soit par ChatGPT, soit par Claude. Tu regardes les dashboards qu'ils font, c'est pareil. Tu vois que tout a quasiment été codé par une IA et qui a été juste balancé comme ça. Tu vois, il y en a beaucoup qui font ça et je pense que ça va être une plaie à un moment. On va avoir une réticence à ce genre de choses-là parce que, bah, en fait, c'est trop maintenant. Mm. Tu vas avoir des développeurs qui, tu vois, nous, on va le faire, ça, ce que je suis en train de dire, on va le faire. Mais par contre, nous, on sait que c'est temporaire. Tu vois, nous, on sait que c'est pour tester le marché, tester une idée, Ouais, valider un concept. c'est Tu sûr. vois, c'est MVP. Après, par contre, on va mettre notre main dedans et on va améliorer notre produit. Tu vois, alors que tu en as et c'est juste comme Ils ça. veulent livrer ça. Ouais, ouais, bah, ça, c'est pas possible, hein. Tu vois, il y en a pour eux, c'est une V1. Tu vois, et j'ai des exemples, hein. J'ai un ancien gars avec qui j'ai travaillé qui, pendant 2 ans, n'a jamais pu faire quoi que ce soit parce que il faut développer, hein, tu vois, on est dans la mobilité électrique, il faut développer. Ça n'existe pas, forcément. En tout cas, t'as pas de librairie comme ce qui était sur du React et que t'as plein de librairies dans tous les sens. Donc il y a des trucs où il faut que tu réfléchisses à ton algo parce que la plupart des librairies, en fait, t'as juste les types. T'as juste les objets, mais les algorithmes métiers, tu les as pas. Parce que ça dépend de chaque entreprise. Pendant 2 ans, rien. Pendant 2 ans, il a rien pu faire. Mais vraiment rien. Et là, ça fait quoi? Ça fait 1 mois ou 2. Il a sorti nouveau site internet, boutique en ligne, dashboard, tout ce qui est, il y a pas tout qui fonctionne techniquement parce qu'il y a des trucs, forcément, tu as besoin d'un développeur, genre comme lier ton formulaire avec l'API de WhatsApp, etc. Tu vois, c'est des clés et tout à Mm. avoir. Et puis, il faut aussi que tu ailles créer les accès, etc. Parce que l'IA peut pas te le faire. Tu mets la fonctionnalité dans l'IA, tu lui dis de le faire. Lui, il te le code. Par contre, après, faut encore charbonner derrière pour aller créer tous les trucs. Mm. Donc, il y a encore plein de trucs qui fonctionnent pas, mais par contre, c'est avec l'IA. Et parce que ça a été fait avec l'IA, c'est ça vient. C'est fou. Alors que ça marche pas, en fait. Tu vois, il va y avoir fondamentalement des bugs Ah oui, ça, c'est parce sûr. que la mobilité électrique, l'IA, quoi qu'on en dise, elle ne saura pas le faire. Tu vois, tu demandes à une IA aujourd'hui de créer une voiture, incapable de le faire. Non, mais c'est trop, enfin, c'est trop large, quoi. C'est trop vaste sujet. T'imagines, je pense que ça serait un modèle entier. Où là, aujourd'hui, on dit on sort des modèles de 3 trilliards de paramètres, trillions de paramètres, machin. Oui, mais c'est Et des trucs ça classiques. serait ça, mais dédié à ce sujet-là, en fait. Ce Et je genre pense que c'est de. même impossible, tu vois. Je pense que c'est impossible parce que l'automobile, comme on a dit, a un milieu de 10 ans. Et le véhicule électrique n'a pas été développé jusqu'à l'émergence de Tesla. Et Tesla n'a pas partagé. C'est-à-dire que ça reste une propriété Tesla. Toute la magie de Tesla, tout ce qui fait que tout le monde aime Tesla, c'est cette simplicité, cet embarqué-là qu'il a, qui est, faut l'avouer, hein, les voitures électriques de Tesla, elles Mm. sont incroyablement intuitives Ouais. parce que Elon Musk, il a créé la plateforme sur le software. D'abord, il a créé le software de sa voiture. Mm. Après, il a créé la plateforme autour, tu vois. Mais d'abord, il a créé son software. Donc, son software à lui est extraordinaire. Le logiciel de Tesla est magnifique. J'ai jamais vu un logiciel aussi
bien fait Ouais, je suis d'accord. dans une voiture. Bah, j'étais en Donc, Tesla justement au retour là de mes vacances. Le taxi est venu en, je crois que c'est le modèle X qui est assez grand là, du coup, pour la famille. ouais, J'étais avec ma fille et ouais, tout. Mais ouais, effectivement, c'est top, hein. C'est confortable, l'écran qui te donne toutes les infos temps réel. T'as c'est les ça qui est caméras fou. qui te filment la route en même temps sur des angles que tu vois pas pour que tu aies Mmh. absolument la vision de tout. Quand tu recules, les caméras, ça, je l'ai vu aussi sur les BM. J'ai vu ça sur la BM de mon frère. C'était aujourd'hui l'automobile, c'est fou, c'est que quand tu mets ta marche arrière, par exemple, Mmh. tu as tes caméras qui s'activent de partout et du coup, Ouais, ton et écran te montre une vision du dessus 360. Ouais, en utilisant toutes les caméras, il te fait une simulation pour te montrer comment ta ouais. voiture. Mais c'est un truc de fou. Ah, le 360. Bah, après, tu as les voitures pareil. Je crois que là, c'est Audi qui est le plus avancé là-dessus. T'avances dans une rue, tu veux te garer. Et ça, pour le coup, moi, je trouve, j'ai essayé ça sur Paris quand ça fait des années, hein. Ça venait à peine de sortir, je crois, ce truc-là, à la con, là. Mais en gros, enfin, tu roules dans une rue et toi, tu trouves pas de place pour te garer. Mm. Enfin, toi, tu roules, tu essaies de trouver une place. La voiture t'indique, elle a trouvé une place suffisamment grande pour elle et sur laquelle elle peut se garer. Donc, ce que tu fais, c'est que la voiture, elle te prévient. Voilà, en plus, des fois, c'est loin, hein. Des fois, c'est genre, elle l'a vu à quelques mètres, quoi. Mm. Toi, t'as pas encore vu parce que tu as des voitures devant toi. Mais elle a déjà capté de l'autre voiture encore un peu plus loin. Elle te fait avancer jusqu'à la voiture. Au moment où il faut que tu t'arrêtes, parce que là, elle a de la place pour faire sa manœuvre, tu t'arrêtes. Tu appuies sur un bouton, parc assist. Tu as le volant qui tourne tout seul, la voiture, elle se gare, tac, 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 Ouais. fini, terminé. Et là, t'es là, tu fais, waouh, ah ouais, ah, ils sont chauds. Ah, Ça, j'ai vu l'automobile, dans maintenant, Audi. c'est devenu fou, hein. C'est chez Audi que j'ai vu ça, et pour moi, c'est chez Audi où c'est le plus évolué, ce truc-là, de parc assist. Maintenant, ça commence à venir un peu dans toutes les entreprises, enfin, dans tous les véhicules. Mais ce truc de véhicule qui te gare tout seul, Tesla, c'est la voiture où tu es entre deux voitures, c'est totalement serré, tu peux pas ouvrir les portes. Ben, en fait, avec ton application, tu dis à ta voiture d'avancer, hop, la voiture elle avance, tu ouvres tes portes, tu rentres, tu pars. Ou alors tu sors du magasin, ça c'est aux États-Unis que j'ai vu ça. Tu sors du magasin, tu as les bras chargés de courses, ben, en fait, ta voiture elle vient jusqu'à la porte d'entrée du magasin, elle ouvre le coffre, tu mets tes courses et tu rentres et tu pars. Incroyable. Génial. C'est incroyable. En Mm. vrai, l'automobile, c'est un milieu extrêmement novateur. Donc Mm. l'IA dans l'auto, faut pas la voir comme l'IA que nous, on utilise Claude Code, Codex, etc. Il faut qu'on voit l'IA comme étant une augmentation de la voiture. Mm. Mais cette IA-là, aujourd'hui, n'existe pas. Enfin, on est vraiment en train de la créer. Et les gens ne le remarquent peut-être pas, mais c'est ce que Elon Musk est en train de faire avec SpaceX. Mm. C'est que, mine de rien, il a racheté Twitter, il a créé X. X, il a créé Grok. Grok, il a fait XAI. Enfin, maintenant, c'est plus Grok que ça s'appelle XAI. Mhm. Donc XAI. XAI est dans Tesla et dans SpaceX. Qu'est-ce que tu vas faire avec un mec qui est capable de faire décoller des fusées, les faire atterrir tout seul, les faire guider par GPS au point où il veut réatterrir, et en plus, il a une gigafactory pour créer des batteries, créer des voitures. Il crée ses propres moteurs de fusée, Il a donc ses data rien ne centers surtout. l'empêche. Il a tout, Il a donné un il data a center, tout. hein. Ouais. Il a tout. Et Elon Musk ne lance pas de Tesla en vente dans un pays tant qu'il n'a pas couvert suffisamment d'autonomie avec les superchargeurs pour charger ses Tesla. Mm. Il n'a Et, pas lancé de Tesla en France tant qu'il n'avait pas installé de superchargeur qui couvrait la distance maximale d'une Tesla ouais. entre chaque superchargeur. Et C'est ça trop fort. dépasse le périmètre, hein. Parce que il me semble que bah, même aujourd'hui, Anthropic, c'est essentiellement Colossus qui le distribue, hein. Donc c'est les data Ouais. centers d'Elon Musk, c'est pas. Ils ont Mais d'autres Elon data Musk, centers. enfin, pour moi, c'est un entrepreneur de génie. Alors, certes, il fait des sorties désastreuses. C'est clair. Certes, il est très polémique. Par contre, entrepreneuriat, rien à Ouais, il dire. est chaud, c'est clair. C'est un monstre de l'entrepreneuriat. On pourra dire ce qu'on veut. Le gars, c'est un monstre de l'entrepreneuriat. Mm. Je pense que c'est le Warren Buffett de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est possible. Warren Buffett, c'était sur la finance, l'investissement, les Mm. traders, jeux vivants. Walt Disney, c'était sur tout ce qui était cinéma, animation, entertainment. On ne devrait pas faire mieux que Walt Disney. Entrepreneuriat, Elon Musk. Développement logiciel, tu vois, par exemple, c'est Bill Gates. Tu vois, C'est pour moi, le c'est possible, visionnaire, ouais.
le gros développeur, pour moi, c'était Bill Gates. Parce que Bill Gates, bon, faut pas oublier qu'il a créé Basic dans une chambre d'étudiants pour un concours, pour gagner une machine gratuite en plus. Ah, C'est pour ça qui est fou, l'Altaïr, quoi. là? Ouais, c'est Ouais. pour gagner la machine gratuitement, il a créé le Basic. Il a créé un langage de programmation juste, voilà, pour le fun. Pas mal, quand même, comme délire. Il fait chier, hein, vraiment. De toute façon, même à l'heure aujourd'hui, je pense qu'il se fait chier. Mais tu vois, pour moi, l'IA, l'automobile, ça va ramener quelque chose d'autre. Mm. Et Stellantis, aujourd'hui, qui s'élance dans ce chantier-là, ça va rebooster, je pense, l'industrie. Et de toute façon, ils ont intérêt. Parce que sinon, en fait, on va perdre un peu Peugeot, Citroën. Enfin, déjà qu'on a perdu Viry-Châtillon, ça me ferait chier quand même. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est pas encore dit, hein. C'est pas encore dit je crois pas, hein. Parce qu'il y a BYD qui veut racheter. Ouais, ouais, effectivement. Faudrait quand même Ouais, pas ça nous n'a pas vendre la encore été France fait. à la découpe. Ouais, non, ça n'a pas encore été fait. Passons aux tendances. Alors, les tendances, les pépites, tu as un truc à conseiller, à rapporter? Les petites pépites actuelles, Rust. Le reste, ouais. En ce, mo- en ce moment, Rust sur l'IA, alors, c'est ça qui est paradoxal. On va parler encore un peu d'IA, mais là, on va toucher un peu à ce qui fait l'IA. Il y a encore quelques semaines, je dirais qu'on parlait IA essentiellement avec du Python. Mhm. Ensuite, là, on est sur du Java 26. Java, qui concrètement fait tourner un peu le monde, hein, au final, hein. Tout tourne sur Java. Vous allumez votre radio dans votre voiture, il y a du Java. Vous allumez votre machine à café, il y a du Java. C'est incroyable, ce langage de programmation est partout. Tu prends l'avion, c'est du Java. Enfin, voilà. Tu prends le métro, c'est du Java. Voilà. Le Java est partout. Et Java 26 a un focus IA. Voilà. C'est le langage Le aujourd'hui, Java, le il faisait déjà projet. beaucoup d'IA en vrai, hein. Avec le R qui dérive du Java où il y a beaucoup d'IA, enfin, il y a plein de trucs. Oui, mais il y avait tellement de problèmes avec, c'est que maintenant Oracle a une task force juste sur ça. Ah, ça m'étonne pas. Avec le project Loom, je crois que ça s'appelle. Déjà, tu as le project Valhalla qui est en gros l'optimisation mémoire de Java, parce Mm. que c'est vrai que c'était un gros problème de mémoire jusqu'à présent, Java. La programmation concurrentielle, etc. C'était compliqué. Et maintenant, avec le Project Loom, c'est un peu la modernisation du Java. Donc déjà, tu as un just-in-time, on a une amélioration du hotspot. Je pourrais même pas dire, je sais plus combien de chantiers en cours dans le Project Loom. Ça doit faire 2 ans que j'en entends parler. Et ça commence à arriver là. Parce que en plus, Java est sur un rythme de sortie, je crois, tous les 6 mois. Mhm. Bon. Donc, à Oracle, certes, quand ils ont racheté Java, enfin, ils ont racheté Sun concrètement, ils ont racheté essentiellement Java. On avait un peu peur dans l'industrie, et c'est vrai que leur connerie de licence, ça nous a bien fait chier. En tout cas, pour tous les développeurs Java et toutes les entreprises qui tournent sur Java, cette licence-là a bien fait chier. Ça fait chez Google, par exemple, qui s'est pris un procès et que du coup, c'est pour ça qu'il y a Kotlin et que tu as Android VM plutôt que la JVM. Voilà, c'était tout le sujet de la guerre juridique entre Oracle et Google. Mais voilà, Oracle a fait peur, mais Oracle investit beaucoup. Puis, il faut pas oublier qu'Oracle ont beaucoup de data centers aussi. Oracle fait tourner ces data centers. Les bases de données sont essentiellement conçues par Oracle, ce que les gens ont tendance à oublier. Donc, Oracle a une grosse force aussi dans tout ce qui est IA, etc., etc. Mhm. Donc on a le Java, c'est cool, et on commence à avoir du Rust. Le Rust, pourquoi? Parce que accès rapide à la mémoire, entraînement plus rapide, safety, Ah, c'est une etc. bonne Enfin, chose, hein, ça, c'est sûr, hein. ça va être autre chose. Bonne chose, ça, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'est une chose qui existe. Faudra voir sur le temps. Et c'est vrai que en ce moment, c'est pour moi la petite pépite, c'est de voir que la plupart des outils sont en train d'être migrés vers du Rust pour plus de performance, plus de fiabilité, moins de crash. Ah, c'est Et pas forcément mieux. J'ai une tech ouais, agressive, hein. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, le Python, pour moi, bon, c'est beaucoup un langage de tooling, hein, mais c'est que surtout, Python,
Alors moi, j'aime beaucoup Mmh. pour tous les, donc pour configurer des stacks, Ouais, machin. c'est fait pour ça, c'est Mais, fait pour ça. mais pour faire de l'IA, c'est dégueulasse. Je veux dire, juste quand tu regardes la tête des libs où il y a zéro convention, la même lib, elle t'exporte du Pascal Case, du Camel, du Snake, la même Ouais, lib. Mais c'est un truc de mmh. fou, mais les gens sont tarés ou quoi? Sur le Rust? Sur Python, c'est à chier. Ah, mais Python, non, mais Python, C'est, c'est parce que les gens, ils ont pas appris le Python. mais, Parce que mais, tu as une convention de coding sur Python. mais j'espère que Rust, justement, va nettoyer. Pour Rust, il moi, y a une convention, hein. ah ben, s'il met une barrière à l'entrée déjà pour que pas n'importe qui fasse n'importe quoi, ça serait bien, tu vois. Mais alors, faudrait que tu essaies du Rust parce que ça, c'est. Je sais pas quand est-ce que tu as essayé, mais en tout cas, moi, là, 1 ou 2 ans. ouais, alors, faut que tu réessayes. Parce que maintenant, le compilateur, en fait, non seulement il te dit l'erreur que tu as fait, mais il t'explique pourquoi tu as fait cette erreur-là. Et c'est ça qui est bien. Et en fait, tu peux pas faire d'erreur en Rust, techniquement. C'est soit tu es con, et là, oui, t'en feras, soit tu lis et tu peux pas en faire. Parce que même quand tu mets un nom de variable, par exemple, qui est bizarre pour lui, tu vas avoir un petit warning, tu vois. Il va te dire, bon, là, ça passe pas vraiment, quoi. Ah, c'est cool. Là, tu as fait un truc, attention, fuite possible, tu vois. Là, possible que interopérabilité, pas ouf, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui existent dans le Rust. Il y a des outils un peu pas mal, en vrai. C'est pour ça que je commence à expérimenter le Rust parce que toutes les entreprises, en fait, commencent à bouger vers ça. Tu prends Apple, il y a des offres d'emploi d'Apple pour l'IA qui est avec du Rust. Ils te demandent le Python et le Rust. Tu vois, et c'est vraiment les deux langages aujourd'hui qui sont là sur l'IA. Et donc, si pour moi, j'ai un petit kiff comme ça en ce moment, c'est de se dire, commencez à regarder Rust. Peut-être que c'est pas pour vous, mais en tout cas, vu le marché saturé du Python, je pense qu'apprendre le Rust aujourd'hui, c'est un bon pari. Ça, vu comme ça, c'est clair. Vu comme Ah ça, ouais. c'est clair. Et En même moi, temps, j'ai regardé les salaires. Le Python, il n'y premier a truc, aucune c'est que barrière à l'entrée. il y a aucune barrière d'entrée, mais par contre, le marché, il est saturé. Mm, La concurrence, elle est rude sur Python. Parce que Python, justement, il n'y a pas de barrière d'entrée. mm, Donc n'importe qui peut faire du Python. Alors que le Rust, c'est vrai. première barrière d'entrée, le langage. Mm, Faut déjà accepter la syntaxe du langage. ouais. Ensuite, il faut accepter que c'est un langage compilé et non pas un langage interprété. Mm. Donc, il faut accepter que potentiellement, tu fais des erreurs. C'est un langage typé. Donc, il y a plein de barrières, en fait. Enfin, c'est pas vraiment des barrières pour moi. Je pense que même pour tous ceux qui sont habitués à faire ne serait-ce du C Sharp, tu vois, Rust, c'est pas une barrière d'entrée. Ceux qui sont habitués à faire du Go, pas une barrière d'entrée. Ouais, ouais. Ça, Euh, c'était quoi Par qui contre, c'est vrai faisait que que j'avais pas adopté? Il y a eu un truc, en fait. Je sais plus si c'était un changement de version ou. Il y a eu un truc qui fait que je crois que son gestionnaire de paquets, Scargo, si je dis pas de ouais, bêtises, il y c'est a eu ça. une période où il n'était pas si stable que ça. Il y a eu une Non, période où il y a eu une problématique et moi, c'était à ce moment-là, donc ça fait quelques années, hein. J'étais en train de tester et je me dis, bah, en fait, si c'est pour se t'étais, faire chier, laisse ouais, tomber. t'étais là au moment où Cargo avait pas de, euh, en gros, il gérait pas les versions de façon statique aussi comme elle le fait. Là, aujourd'hui, tu vois, Cargo, admettons, tu as une librairie, tu la mets en 3 points, je sais pas combien là, et il se trouve que quand tu récupères en gros le projet, tu le réinstalles, etc. Cargo, il va te dire, il y a la version truc qui est sortie. Juste, il te le dit. Il te dit, voilà, il y a telle version qui est sortie. Après, tu peux analyser ce que fait cette version-là. Et en fait, il va le comparer par rapport à ton code. Il Mm, va te dire, voilà, bah, tu vas avoir telle ligne de code qui va changer, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et après, c'est si tu veux passer à la prochaine version, c'est toi qui le fais. Donc, c'est toi qui modifie ton cargo. C'est pas lui. mm. Tu vois, et pour moi, ça, c'est une grosse différence par rapport à NPM. Mais c'est aussi un danger. Parce que je sais même pas si c'est vraiment. Je sais pas si c'est un plugin que j'ai utilisé. Je sais pas si. Tu vois, en fait, le truc avec Rust, c'est ça. C'est soit tu fais le truc de base. Donc, tu prends le Rust Analyzer de VS Code et tu prends le. Ou alors Helix, qui est en gros un Vim pour moi, hein. Mm. Techniquement, c'est Vim. Dans même VS Code, pour moi, c'est Vim mais avec une interface dessus. Soit tu prends ça et après tu utilises juste les deux outils en ligne de commande, soit tu prends Rust Rover là de JetBrains, qui est bien pour une seule et unique raison, c'est que c'est gratuit à vie tant que c'est pour apprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de sortir des projets commerciaux
avec Rust Rover. Par contre, tu peux faire ce que tu veux, en fait, avec Rust Rover. C'est gratuit, ça fait du Rust, il y a tout dedans. Peut-être que c'est Rust Rover qui me donne énormément de trucs, mais pour apprendre le Rust, en tout cas, je trouve que c'est pas mal. L'IDE est bien. Moi, ouais, je suis encore sur Go, parce qu'après Go, ça fait quelques années pour le coup que j'en fais un petit peu. Go, et tu sais que vraiment la concurrence, elle se trouve entre Go et Rust, hein, pour moi. Mm. Go, c'est extrêmement puissant. Ouais, je trouve aussi. Je pense que les gens, je vais avoir un take un peu dur pour les développeurs web qui nous écoutent. Je pense que tous ceux qui font des sites aujourd'hui full stack Next.js, c'est juste des gros cons. Je trouve ça con parce qu'en fait, tu prends Go, HTMX, enfin, Ah ouais, c'est ce que j'ai fait dernièrement sur le blog. Tu gagnes 1 giga de mémoire de libre. mais Franchement, tu gagnes tellement d'argent parce que ce qui coûte cher, je parle en hébergement, le compute et tout, euh, hein. c'est ça. Mm. Et là, Next.js, il te flingue. C'est vrai. Mais il te flingue, Node.js, il te flingue Ouais, ça facture vite, hein. pour, pour un formulaire que tu vas cliquer et tu vas faire une requête REST. Mais s'il te plaît, go HTMX, point. Ouais. Fin, l'interactivité, tu la trouves avec HTMX. Fin, fin, juste fin. T'as pas besoin. En fait, pour faire du Next.js, enfin, en tout cas quand je prends la grande majorité des choses qui sortent sur Next.js, parce qu'il y a des trucs extrêmement performants sur Next.js, Mhm. faut pas le nier. Mais je prends une grande majorité. Donc tout ce qui est fait par IA, par exemple, souvent, tu vois, c'est des trucs simples, c'est des landing pages simples. Qu'est-ce que tu vas foutre un Next.js une landing page où tu vas juste mettre un bouton qui va ouvrir ton checkout Stripe, où tu vas juste avoir un middleware pour avoir ton portail avec ton JWT, où tu as mis un clerk dessus ou un host 0. Mm. Vas-y, fatigue pas les gens, fais du Go, HTMX, ou même si t'aimes pas le Go, je sais pas, repasse à l'ancienne, hein, un Spring, enfin, je sais pas moi, un Spring Boot Timeleaf, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, un truc simple, quoi. Parce qu'au final, aujourd'hui, ce qui va coûter de l'argent, c'est le CPU. C'est toute la mémoire que tu utilises, toute la puissance que tu utilises pour servir 14 mégas de pages nulles ou de code JavaScript nul, alors que tu peux juste renvoyer 14 kilooctets. Please. Et c'est ce que, moi, quand je donne des formations à des gens, je leur dis, enfin, en tout cas, ceux qui veulent être dev web, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on a envoyé des gens sur la Lune avec un Pentium 1, je sais pas quoi, avec, je crois, 4 kilobits de RAM. Et vous êtes là, vous avez des machines à 16 gigas de RAM, je sais pas combien de cœurs, ça fait des trucs à, je sais pas, 40 gigahertz. Vous êtes là, c'est pourquoi, pour lancer le Fortnite dessus, jouer à Minecraft et allez vous faire enculer, non? Enfin, il y a un moment donné, c'est chiant. En vrai, tu vois, on a une puissance phénoménale dans nos mains et on trouve le moyen de rien faire avec. Et on gaspille. Et on gaspille. On gaspille la ressource. Ça, c'est le truc que je faisais comprendre aussi à quelqu'un hier, c'était comprendre le coût d'AWS. Parce que tu sais, des fois, tu as un designer, il te sort ouais, je vais mettre ce bouton-là, un bouton brouillon. C'est bien, hein, t'enregistres en brouillon quelque chose. Je dis oui, mais le problème de ton brouillon, c'est qu'il faut que je garde l'information, moi, soit en cache, soit en database, parce que je ne sais pas quand est-ce que ce brouillon-là ne sera plus un brouillon. Donc, il faut que je le stocke quelque part, parce que la personne voudra retrouver ce brouillon. Donc, si je garde ce brouillon-là, c'est forcément quelque chose que je vais stocker. C'est une requête que je vais envoyer à un serveur. C'est une data que je vais transmettre. Donc, il faut que mon objet ne soit pas non plus trop gros. Donc, la taille du brouillon ne doit pas être gigantesque. Je ne dois pas avoir énormément de liens. Je ne dois pas avoir énormément de relations avec. Enfin, tu vois, c'est un bouton brouillon, mais il y a tellement de trucs derrière. Il me dit, oui, mais je comprends pas. En fait, à coder, ça va. Je fais, oui, à coder, ça va. Maintenant, ce que tu peux regarder sur le calculateur de prix AWS, tu vas configurer à telle façon, telle façon, telle façon, et regarde le coût de la requête. Et là, il voit, c'est 0,0015 centimes, je crois, la requête par seconde. Et voilà, déjà 0,0015 centimes. On a 10 000 utilisateurs. Tu as 10 000 personnes qui font un brouillon. Déjà, tu as 15 euros sur une seconde. Tu vois, sur une seconde, c'est con. Et après, et je lui dis, mais maintenant, fais les simulations par mois. Ah ouais, quand même, on arrive à 4 000 balles. Ah bah oui, ça commence à chiffrer. Donc 4 000 balles, c'est un salaire. Donc tu as le choix. Soit toi, tu es payé ton salaire et tu retires ce bouton brouillon. Soit, ben, en fait, on met ton bouton brouillon. Mais dans ce cas-là, il va falloir mettre encore plus de choses pour que
puisse continuer à avoir un salaire derrière, tu vois. Parce que Hmm. sinon, en fait, la boîte fait faillite. Si on fait que des trucs beaux, des trucs non réfléchis, bah ouais, en fait, on va continuer à dépenser. Mais tu dépenses de l'argent que tu gagnes pas. C'est con. Tu vois, et ça, pour moi, c'est la vraie tech. Enfin, en tout cas, c'est la réflexion que je donnerais à tout le monde. Je dirais pas de passer à Rust ou passer à Go forcément, mais s'il vous plaît, utilisez l'IA intelligemment. Dites pas juste, oh, vas-y, j'ai fait Next.js, hop, j'envoie sur Vercel. Vercel, c'est un AWS aussi derrière. Hmm. Et c'est vrai que Vercel, le plan gratuit est pas mal, mais il est pas mal. Le plan, il s'appelle Hobby. Faut pas l'oublier, ça. Ouais, c'est Le sûr, plan hein. gratuit, Tu seras rapidement le plan limité, hein. gratuit s'appelle Hobby. Tu seras C'est rapidement euh, limité. Ouais. c'est essentiellement des projets hobby. Tu vois. Mais on a beaucoup qui prennent le Vercel gratuit. Tu sais, ils mettent le nom de domaine dessus, hop, et ils envoient ça sur VH, etc. Et ils sont contents. Les perfs sont pas les mêmes, déjà. Ta build time, elle passe pas pareil. Et je pense que niveau sécurité, on n'est pas pareil non plus, quoi. Donc voilà, faire attention à tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, un autre bon point aussi, maintenant qu'on y est, c'est que Cloudflare, entreprise IA, Hmm. officielle. Alors, ils étaient déjà quasiment dessus, mais ils ont redesign il y a quelques semaines. En tout cas, ils ont changé le discours de Cloudflare il y a quelques semaines pour, je crois que c'est même pendant la Coupe du Monde qu'ils ont fait ça, pour expliquer que bah, du coup Cloudflare, c'est aujourd'hui une entreprise qui se concentre à aider l'IA. Voilà. Donc, c'est une autre pépite que j'ai là sur cette semaine que j'aime bien. Nice. Bah, super intéressant en tout cas. Je pense que là, on a fait le tour pour un épisode bien complet et on aura On encore a fait pas des mal, choses ouais. à dire la semaine prochaine. Peut-être on pourrait faire une petite session, tiens, live code ou ce genre de choses. Ça peut être cool, ça aussi, prochainement à prévoir. Ouais, C'est franchement, sympa. faire du code, moi, ça me va, hein. Mm. On pourrait en faire un petit peu, ouais, carrément. Ou bien montrer des petites démos de, tu sais, des sample codes qu'on fait, montrer qu'est-ce qui est intéressant. Ouais, Ça peut être cool. comment est-ce qu'on évalue nos petits modèles? Ouais. Enfin, en gros, comment est-ce qu'on peut dire, enfin, comment est-ce que moi, par exemple, je peux dire que je préfère Mistral? Je pense que il y en a très peu qui peuvent comprendre que je préfère Mistral. Mais ouais, c'est pas mal Mistral, hein, en vrai de vrai. Moi, je trouve qu'il spécialise ses modèles et pour les cas d'usage que j'ai eu, effectivement, sur les Ouais. spécialités, ça s'en sort, enfin, il s'en sort très bien, quoi. J'ai Ah, fait le, ouais, Mistral pour moi, c'est tellement fou. Il y a une entreprise qui fait de la voix. Je crois que c'est toi qui me l'avais envoyé. Je sais plus. Faudrait que je retrouve. mm, Il concurrence Eleven Labs avec des voix mais extrêmement naturelles. Ça aussi. Je pense que la semaine prochaine, il faudra montrer ce genre de truc-là. Parce que je pense que c'est aussi de ça que viennent les arnaques téléphoniques qu'on a. Même mm, si maintenant on n'en aura plus, que la loi française est passée, ça y est. À partir du 11 août, plus personne peut t'appeler si t'as pas donné ton consentement. enfin. Mais tu verras qu'on aura quand même toujours des appels de spam, hein. Oui. Toujours. Ça s'arrêtera jamais, ça. Avec un numéro bizarre, mais bon, ça sera toujours comme C'est ça. ça. Mais tous les appels IA, en fait, c'est ce genre d'entreprises-là qui sont capables de le faire. C'est une petite API, t'appelles, c'est du text-to-speech. Voilà. Mm, T'as un script et tu déroules ton script. Et voilà. Enfin, les gens t'appellent, c'est trop bien. Je présenterai une petite entreprise aussi qui fait ça. Mais par contre, qui fait ça à bon escient. Donc, c'est une IA qui t'appelle et que, en gros, tu racontes un peu ta journée. Ça te fait un résumé de ta journée. Ça te permet, du coup, de rien oublier de ce que tu as fait, etc. Pour tous ceux qui ont pas le temps de prendre des notes ou qui oublient souvent et que, en fait, ils se souviennent en discutant avec des gens. C'est une très, très belle entreprise. Il y a mm, quelqu'un là qui travaille dans les bureaux là à côté. Euh, Peut-être même le faire intervenir s'il veut présenter son projet. mhm. Ça pourrait être intéressant. Parce que lui, pour le coup, il a créé ce projet-là full Red Code. Donc Intéressant. ça, ce serait un sujet aussi très intéressant à faire. Donc montrer, parce qu'en plus, il a je crois, entre 50 et 60 ans quand même. C'est le plus vieux du bâtiment, clairement. Donc c'est le plus ancien d'incubateur. Mais c'est un très bon exemple de quelqu'un qui utilise l'IA, non pas juste en prenant son résultat, mais en itérant. Parce que je crois que ça fait plusieurs mois quand même qu'il fait travailler Claude Code euh, sur son produit pour que ce soit exactement comme lui il le veut, etc., etc. Je pense que son retour à lui, pour le coup, serait peut-être même un peu plus intéressant, tu vois. Mm. Qu'il présente son produit et que, en gros, il nous explique comment est-ce que lui, il a adopté l'IA. Ouais, carrément, ça serait cool. Ouais, je vais lui en parler. Je vais lui en parler Avec et plaisir. on verra s'il est dispo. Normalement, oui, hein.
Je suis en squad code, normalement, tu es dispo pour moi. C'est clair. Bon, bah cool. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Ben, merci à toi. Et ben, je te dis bonne fin de semaine et à très bientôt. Ben, merci et bon courage, hein, parce qu'il va commencer à refaire chaud, et bon courage aussi à nos pompiers qui sont encore Ah oui. en train de travailler. Espérons Bon que la courage, pluie les aidera un peu. J'espère qu'il y aura un peu de pluie quand même parce que compliqué en faut ce moment pour eux. espérer. Faut espérer, c'est compliqué. Bon courage à tout le monde. Yes, c'est sûr. Allez, à bientôt les gens. Allez.